on va pouvoir démarrer ce WeMake webinaire donc, consacré aujourd'hui au projet Firmin. Donc, bonjour à tous, Philippe Baclé, directeur de WeMake. Et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue pour suivre donc, ce 6e WeMake webinaire, donc consacré aujourd'hui au projet Firmin. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir une nouvelle fois pour ce rendez-vous mensuel. Donc, ces WeMake webinaires, maintenant vous les connaissez. Donc, c'est tout d'abord sont l'occasion de faire le point sur un ou plusieurs projets de recherche portant sur les énergies marines, et notamment ceux qui sont réalisés dans le cadre des appels à projets du WeMake. C'est donc l'occasion pour vous de découvrir les objectifs et les principaux résultats à la pointe de la recherche donc, sur ce domaine des énergies marines et de découvrir de nouvelles compétences, de nouveaux moyens d'essai, des outils de simulation dédiés à ce secteur. Donc ce rendez-vous est aussi l'occasion de pouvoir échanger ensemble et puis avec les porteurs de projets pour pouvoir engager par exemple de nouvelles collaborations. Alors le format, donc c'est dorénavant un rendez-vous mensuel et la date du prochain webinaire vous sera annoncée à la fin de la session, donc un peu de patience pour découvrir tout à l'heure nos prochains rendez-vous. Pour ces prochains rendez-vous, nous vous enverrons comme d'habitude les informations par mailing et il faudra vous inscrire au préalable sur le site WeMake. Et la durée du webinaire aujourd'hui sera comme d'habitude de l'ordre d'1 heure, questions comprises. Donc maintenant, simplement, avant de démarrer, d'en rentrer dans le vif du sujet, quelques indications rapides concernant le déroulé du webinaire. Donc, votre caméra et vos micros sont coupés. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le bouton Q&R en bas de votre écran ou en haut de votre écran, ça dépend des configurations, pour poser vos questions dans le chat. Et nous essaierons bien évidemment d'en traiter le maximum. Et puis, nous vous signalons que ce webinaire est enregistré afin d'être diffusé sur la chaîne YouTube du WeMake, où vous pouvez d'ailleurs retrouver les 5 premiers webinaires de la série. Donc, à présent, le menu du jour. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui le projet Firmin, porté par l'Université de Nantes, qui a permis de développer des outils de simulation du comportement des composites en environnement marin, et en modélisant tout d'abord la diffusion de l'eau au sein de la structure composite hétérogène, puis calculer les contraintes induites par la grande diffusion, et enfin comment ces contraintes peuvent provoquer à leur tour de la propagation de fissures. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole donc au chef de projet, tout en me déconnectant également. Donc au chef de projet, Alexandre Clément, qui va présenter, présenter les résultats obtenus dans le cadre de ce projet WeMake Firmin. Donc juste le temps pour Alexandre donc, de caler sa présentation. Et la parole est à toi, Alexandre, pour une trentaine de minutes. Donc, merci Philippe. Voilà, tu peux mettre en mode diaporama éventuellement aussi. Oui, je vais faire ça. Voilà. C'est bon. C'est tout bon. Ouais. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Alexandre Clément, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Et donc, je suis affilié au laboratoire GEM, donc l'Institut de recherche en génie civil et mécanique de l'Université de Nantes, et aussi de l'École centrale de Nantes. Donc, je suis dans une équipe qui s'appelle E3M, donc qui travaille sur la durabilité des matériaux, et notamment des matériaux composites. Et donc, c'est dans cette thématique un peu globale que s'est placé le projet Firmin, donc financé par le RFI WeMake. Donc, le projet Firmin, c'est un projet qui s'intéressait à l'impact de la diffusion de l'eau sur les matériaux composites endommagés par fissuration. Voilà. Donc, le sommaire de ma présentation, donc je vais d'abord détailler un peu et puis présenter le contexte dans lequel se place le projet, et puis pour finalement arriver aux objectifs précis qu'on s'est fixés dans le cadre de Firmin. Je parlerai quand même un petit peu dans le sens large de la diffusion de l'eau dans les composites. Je donnerai les notions un peu principales qui vont revenir régulièrement dans ma présentation. Et donc, les gens peuvent connaître quand ils sont un peu du domaine, mais qui peuvent être un petit peu nouvelles pour ceux qui connaissent un peu moins ces problématiques-là.
Je parlerai des outils ensuite et des méthodes. Alors, brièvement, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objectif ici. Juste pour citer un peu ce qui a été utilisé, développé et implémenté dans le cadre de Firma. Et puis, avant de conclure, je donnerai des exemples un peu marquants et significatifs d'études qui ont été faites dans le cadre du projet. Donc, le contexte de Firmin, donc évidemment, dans le cadre du WIMEC, ça se situe sur les structures MR. Hein. Alors, ces structures, elles sont donc, composées par endroits de matériaux composites, principalement les pales d'éoliennes, donc des matériaux composites classiques liés à matrice organique. Donc ça, on peut les trouver dans les hydroliennes ou dans les éoliennes offshore. Donc, le problème, évidemment, c'est que ces structures sont placées dans un environnement marin qui est complexe et agressif, et donc qui conduit à ce qu'on appelle un vieillissement des matériaux utilisés, notamment pour les matériaux composites, et donc qui peuvent avoir un impact sur le comportement mécanique à long terme de ces structures. Donc, dans cet environnement marin complexe et agressif, on va trouver donc les chargements mécaniques, les chargements thermiques, agressions chimiques, radiations solaires. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser donc, dans l'équipe et donc, dans le cadre de ce projet, c'est l'impact de l'humidité, dû au fait que les matrices employées sont hydrophiles, et donc l'humidité sur le vieillissement du matériau, et notamment son impact sur le comportement mécanique. Donc les conséquences de l'impact de la diffusion de l'eau sur le matériau, donc il y en a plusieurs, je ne vais pas toutes les lister, mais les principales, en tout cas celles qu'on étudie dans l'équipe, c'est d'abord la diminution des propriétés physiques ou mécaniques du matériau, donc des propriétés qui vont se dégrader au cours du temps et au cours du vieillissement. Et puis, si on regarde un peu plus en détail ce qui se passe, on va aussi avoir l'apparition d'un gonflement différentiel. Donc, ce gonflement provient justement de la diffusion de l'eau au sein de la matrice qui va avoir tendance à gonfler, un peu comme une éponge. Et donc, ce gonflement différentiel hygroscopique peut entraîner localement, donc à une petite échelle du matériau, échelle des constituants, des contraintes qui sont élevées, qui peuvent être très néfastes pour le matériau. Donc, à titre d'illustration, donc diminution des propriétés physiques mécaniques. Donc là, ce que vous avez ici, ce sont des relevés donc expérimentaux d'un module d'élasticité, donc une des propriétés reines en mécanique, au cours du temps et surtout au cours de la reprise en eau, c'est-à-dire au cours du vieillissement. Et on voit, donc là, c'était pour un composite polyamide seul et polyamide vert, donc une résine seule de polyamide et le composite associé. Eh bien, on s'aperçoit que on a une des diminutions très importantes qui peuvent atteindre de l'ordre de 60% de ces propriétés au cours du vieillissement. Donc, ces dégradations, on peut les retrouver sur le module élastique comme illustré, mais sur d'autres propriétés mécaniques telles que la contrainte à la rupture ou même la température de transition vitreuse qui peut diminuer en fonction de ce vieillissement. Donc ça, c'était pour illustrer la diminution des propriétés physiques. Et puis, l'autre point que j'ai évoqué juste avant, c'est justement les niveaux de contraintes qui sont dites internes, issus justement de la diffusion de l'eau et du gonflement associé. Donc là, ce que vous avez sur cette figure, issue d'un précédent projet, c'est la répartition en fait, des contraintes au sein d'une microstructure d'un composite. Donc en blanc, vous avez les fibres et autour, c'est la matrice. Et donc, on s'aperçoit que ne serait-ce que la simple présence d'eau au sein de la matrice peut entraîner des contraintes qui, localement, peuvent être très importantes, de l'ordre d'une centaine, voire plus de mégapascales. Donc, forcément, ces contraintes internes à certains endroits du matériau, notamment à l'interface entre les fibres et la matrice, ça peut conduire à différents mécanismes de dégradation mécanique, tels que la décohésion entre la fibre et la matrice, donc ils vont avoir un impact sur le comportement mécanique, éventuellement à une échelle plus grande, le délaminage du composite, et puis l'apparition et surtout la propagation de fissures. C'est des choses qui peuvent avoir un impact, et donc évidemment un matériau qui est fissuré, les fissures qui se propagent, c'est jamais très bon pour lui. Donc nous, ce qui va nous intéresser dans le projet Firmin, c'est justement ces aspects propagation de fissures, matériaux fissurés, et associés à la diffusion de l'eau. Donc, si on regarde un peu ce qui existe déjà ou ce qui a été fait dans le projet, c'est-à-dire l'impact de la diffusion de l'eau sur l'endommagement et puis le réciproque, c'est-à-dire l'impact de l'endommagement sur la diffusion. Donc, ce que vous avez à gauche ici, c'est une figure issue du projet, pendant lequel il y avait une petite partie expérimentale réalisée par Sylvie Tin, pour la citer. Et donc, Sylvie avait travaillé sur l'élaboration de composites avec différents niveaux d'endommagement au départ. Donc, les matériaux ont été travaillés, ont été maltraités. Donc, on les a endommagés au départ et puis elle les a fait vieillir. Et donc, on s'est aperçu que les cinétiques de diffusion, c'est-à-dire la reprise en eau en fonction du temps,
eh bien, a été modifiée, et notamment, plus le matériau était endommagé, plus cette diffusion avait tendance à être rapide et pouvait atteindre des niveaux plus importants. Donc ça, c'est pour l'aspect influence de l'endommagement sur la diffusion. Et puis, dans l'autre sens, si on regarde l'impact du vieillissement, c'est-à-dire de la diffusion de l'eau, sur donc là, la densité de fissures, c'est-à-dire le nombre de fissures qui apparaissent dans le matériau, eh bien, on s'aperçoit qu'on a donc pour les matériaux, donc là en verre, qui sont un peu vieillis et qui ont atteint la saturation, j'y reviendrai après, on s'aperçoit qu'on a un nombre de fissures, une densité de fissures qui est plus importante et surtout qui démarre pour un niveau de contrainte plus faible, voilà, aux alentours de 300 MPa. Donc ça, c'est issu d'autres travaux, pas fait au laboratoire, mais fait à Brest. Donc, compte tenu un peu de ces observations, alors l'objectif qu'on s'est défini dans le projet Firmin, donc, qui consiste donc à travailler sur le matériau et sur le comportement à long terme, on va dire, du matériau, l'idée, c'était de développer des méthodes numériques, parce qu'on peut faire ces constats expérimentaux, mais si derrière, on doit faire du prédictif, voilà, les outils sont un peu manquants. Donc, l'idée, c'était de développer des méthodes numériques qui soient à la fois robustes et fiables, donc fiables au sens gestion des incertitudes, justement pour l'étude de l'impact de la diffusion de l'eau sur l'endommagement par fissuration. Voilà. Donc ça, c'était le cadre qu'on s'était fixé au départ. Alors, après cette introduction, donc, je vais vous parler de la diffusion de l'eau pour bien fixer les idées sur les grandeurs qui vont être très répétitives. Je vais en parler beaucoup pendant ma présentation. Donc, si on se fixe un peu d'un point de vue expérimental, si on cherche à étudier la diffusion de l'eau au sein d'un matériau, hydrophile a priori, c'est un peu d'intérêt, la grandeur, un peu la quantité d'intérêt un peu reine, c'est ce qu'on appelle la teneur en eau. Voilà. Donc finalement, la teneur en eau, alors là ici globale pour un matériau, donc pour un échantillon, c'est finalement la variation de masse. Donc M de T, c'est la masse de l'échantillon à un certain temps. Moins M0, c'est sa masse au départ, au temps initial. Et donc, c'est cette variation de masse normalisée par la masse au départ. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que vous verrez exprimé en pourcentage d'H2O. Ça veut dire que c'est relatif à une teneur en eau, alors qu'il sera global ou local, peu importe. Donc, si on veut regarder un peu comment évolue cette quantité au cours du temps, alors on va faire vieillir le matériau, alors dans un environnement contrôlé. Donc là, les images que vous avez ici, ce sont des enceintes climatiques qui permettent de contrôler à la fois la température et l'humidité relative, dans lesquelles on va pouvoir mettre des échantillons d'un matériau et regarder comment ils évoluent, c'est-à-dire en venant le peser, faire ce qu'on appelle un suivi gravimétrique régulièrement, et de regarder comment évolue justement cette évolution de la masse du matériau en fonction du temps. Alors ça, c'est fait pour l'humidité relative, ce qui a été fait dans le cadre du projet, mais évidemment, on peut faire des choses similaires dans le cadre de l'immersion, où là, on peut directement immerger les échantillons dans un environnement en eau. Voilà. Donc, à l'issue de ces pesées, et puis alors, si on est un peu patient, parce qu'évidemment, c'est des processus qui sont assez longs, si on veut atteindre la saturation, si on peut l'atteindre, eh bien, on obtient ce qu'on appelle donc des cinétiques de diffusion qui représentent cette teneur en eau globale en fonction du temps. Voilà. Et puis, donc ça va nous permettre de caractériser donc, la cinétique et donc de pouvoir derrière caractériser le comportement hygroscopique de notre matériau. Et donc, pour aller plus loin, essayer de le modéliser et puis de regarder, ça va être le point de départ pour regarder son impact sur le comportement mécanique. Donc, à partir de ces observations expérimentales, finalement, quel est le principe, la méthodologie? En fonction de la cinétique observée, on va choisir un modèle de diffusion adapté de façon à représenter au mieux cette cinétique. Et puis, une fois qu'on aura choisi ce modèle, eh bien, on va chercher à identifier ces paramètres pour pouvoir l'utiliser et donc prédire le vieillissement, aussi bien d'un point de vue global, comme on voit là, que associé à des simulations numériques, j'y viendrai après, d'un point de vue plus local pour regarder ce qui se passe au sein même du matériau, ce qui est beaucoup plus compliqué évidemment à avoir d'un point de vue expérimental. Donc, alors quelques exemples de cinétique de diffusion et donc les modèles associés. Donc, voilà, dans la communauté, on a un modèle qui est un peu roi, qui définit un peu les choses, c'est le modèle de Fick, donc caractérisé par une partie un peu linéaire au départ, et puis qui conduit à ce qu'on appelle un plateau de saturation, qui, dans notre jargon, est appelé la capacité maximale d'absorption, donc ce sera noté C infini, dans la suite du matériau, c'est-à-dire à une condition environnementale donnée. La plupart des matériaux, pas tous, mais vont atteindre un plateau, donc cette fameuse capacité maximale d'absorption. Et puis, cette partie linéaire, mais pas que, donc ce qui va caractériser la vitesse de diffusion, c'est le coefficient de diffusion qui sera noté D. Donc ça, c'est le modèle de Fick, c'est ce que vous verrez dans la suite, parce qu'on s'est basé là-dessus dans le projet Firmin. Alors, il y a des fois, évidemment, donc, ce qu'on appelle des anomalies de diffusion quand le modèle de Fick n'est pas adapté pour représenter les cinétiques observées. Alors, il y a d'autres modèles qui existent, comme le modèle dual stage Fick, qui consiste à superposer deux modèles de Fick. Donc, on a deux coefficients de diffusion et deux capacités maximales d'absorption.
ou un modèle encore plus large, une classe de modèles encore plus large qui pourrait représenter vraiment des choses beaucoup plus exotiques, qui est le modèle de Langmuir, donc sans rentrer dans les détails, donc qui est basé sur une séparation de la population des molécules d'eau, une partie qui va être libre et une partie qui va être liée aux chaînes du polymère, donc de la matrice. Et donc voilà. Ça, c'est des choses qui sont aussi utilisées au laboratoire. Hein. Tout ça, c'est des outils qu'on a au laboratoire. Donc, ça peut nous arriver d'identifier d'autres matériaux qui ont ce genre de comportement. Et donc, on a les outils pour identifier les modèles et s'en servir derrière. Donc, moi, tout ce que je vais présenter, ce qui a été fait dans le cadre de Firmin, c'est basé sur le modèle de Fick, mais c'est finalement très simple de changer, voilà, d'adapter, on va dire, la méthodologie à un modèle de dual stage Fick ou un modèle de Langmuir, puisqu'on a les outils ici en fonction des cinétiques qui sont observés. Alors, pour le problème de Fick, donc à partir de ces observations expérimentales, on va pouvoir identifier les paramètres, donc le coefficient de diffusion D et donc la capacité maximale d'absorption. Et derrière, on va pouvoir définir un problème local, hein, c'est la forme forte. Donc le but du jeu, ça va être de trouver le champ de teneur en eau locale, c'est-à-dire petit c, donc en pourcentage de H2O, dans n'importe quel point matériel de mon domaine. Donc là, vous retrouvez les équations, donc des équations qui sont relativement standards, identiques à celles qu'on peut trouver en thermique pour un problème de conduction de Fourier. Et donc voilà, donc ce qu'on va retrouver, c'est en bleu, ce qui est important, c'est nos deux paramètres un peu maîtres, donc le coefficient de diffusion et la capacité maximale d'absorption, associé à des conditions limites. Et donc la spécificité à ce que vous avez en bleu ici, c'est justement ce qu'on va traiter dans Firmin. Donc, tout ce qui est bleu ici, c'est la zone, les interfaces, on va dire, par où l'eau peut rentrer, peut diffuser. Donc, il y a le bord, par exemple, on imagine que ça, c'est le bord extérieur de mon échantillon, une partie de son bord extérieur, donc en contact avec l'environnement extérieur. Et puis, cette petite vaguelette, là, c'est justement un exemple de fissure, donc on appelle débouchante, puisqu'elle revient sur le bord de mon échantillon à gauche qui est en contact avec l'environnement ambiant. Et donc ici, on est dans des cas de fissures qui peuvent participer à faire diffuser l'eau au sein du matériau. Voilà, c'est la spécificité un peu du projet. Entre autres. Donc, alors, pour information, ici, les composites qui sont traités, c'est des composites donc, avec des matrices qui sont hydrophiles. Donc ici, ce qu'on appelle le D1, c'est le coefficient de diffusion qui est associé à ma matrice, qui a pu être identifié. Mais qui sont des renforts classiques de verre ou de carbone, qui, eux, sont considérés hydrophobes. Donc, l'eau ne peut pas pénétrer à l'intérieur. C'est pour ça d'un point de vue modélisation, on va fixer à 0 le coefficient de diffusion dans tous mes petits cercles ici en vert foncé, qui représentent mes fibres. Voilà. Donc, alors, on cherche évidemment à étudier dans un premier temps, comme l'a dit Philippe, la diffusion de l'eau, mais on ne veut pas s'arrêter à ça, on veut aller plus loin en tant que mécanicien. Ça veut dire qu'on veut pouvoir déterminer les quantités mécaniques, les champs mécaniques associés au sein de mon matériau, associés justement à cette diffusion d'eau. Donc ça se fait, donc on s'est passé dans un cadre très simple, qui est le cadre de l'élasticité linéaire. Et donc, au travers de la loi de comportement, c'est là qu'on va venir porter l'information sur la diffusion de l'eau au travers d'une déformation hygroscopique, ou le H ici. C'est pas le coefficient d'expansion hygroscopique, excusez-moi, c'est bêta, ça c'est la déformation hygroscopique. Excusez-moi, je corrigerai. Donc voilà, donc du coup, ça c'est ce qui va nous permettre donc, de porter l'information donc au travers de la loi de comportement. Et donc on définit la déformation hygroscopique. Donc elle peut être calculée à partir donc, du champ de teneur en eau issu du problème précédent, donc, du calcul de diffusion, et puis d'un paramètre qui s'appelle le coefficient justement d'expansion hygroscopique, qui est bêta ici, qui peut être différent selon la direction ou pas du matériau, il peut être isotrope ou pas. Et donc voilà, ce champ de diffusion ici, quand je dis qu'on peut utiliser n'importe quel modèle de diffusion, il peut être obtenu justement à partir de modèle de Fick, qui a été fait ici, mais si on doit en utiliser un autre, ça ne change rien au principe de la méthode, on peut tout à fait le faire également. Donc, alors un autre aspect donc, qui a été vu dans Firmin, j'en ai pas encore vraiment parlé, c'est l'aspect de la gestion des incertitudes qui sont souvent observées dans ce type de problème. À titre d'exemple, ici, j'ai repris des composites ici dans notre projet, donc c'est des composites verts polyamide, le PA6 c'est le polyamide, donc un matériau qui était très bien fait, fait par des professionnels. Voilà, et donc on s'apercevait que pour les mêmes échantillons, là vous en avez 8, ce qu'on appelait sample, eh bien, on avait quand même une certaine dispersion, une variabilité sur les cinétiques de diffusion, avec des coefficients de variation qui pouvaient être importants. Donc ça, on peut aussi bien l'observer dans une phase de sorption, donc en reprise en eau, ou aussi dans une phase de désorption quand on vient sécher le matériau. Par exemple, on imagine derrière des problèmes cycliques. Voilà.
Alors, ces sources d'incertitude de variabilité, elles peuvent avoir différentes causes, hein. Ça peut être dû à une variabilité qui est dite intrinsèque du matériau, c'est comme ça, mais on peut aussi avoir des erreurs de mesure ou une certaine imprécision. Et finalement, les sources d'incertitude, où est-ce qu'on va pouvoir, si on veut pouvoir les prendre en compte, on pourra les faire porter ces incertitudes sur les paramètres matériaux, qu'on cherchera dans ce cas-là à prendre aléatoire. Les chargements également, donc ici par exemple pour le problème de diffusion, ça va être la capacité maximale d'absorption qui joue le rôle de condition limite, ou même, dans le cadre de notre fissure, les géométries qui sont aléatoires. On ne connaît pas bien sa forme, sa position, donc on a envie de pouvoir prendre ça en compte. Alors, du coup, dernière slide avec les équations. Après, je les ai enlevées. Notre problème de Fick, on va le rendre aléatoire. Donc, on va avoir un problème de Fick qui va être stochastique. Et le problème mécanique qui va l'être aussi naturellement, le problème mécanique qui va en découler. Donc, voilà, il y a plusieurs manières de faire ça, il y a plusieurs méthodes. La méthode un peu reine, c'est d'utiliser la méthode des probabilités, enfin basée sur les probabilités, qui a été étudiée en mathématiques depuis longtemps. Et donc, on a beaucoup d'outils très performants pour pouvoir faire ça. Donc, l'objectif de ça, c'est de reprendre notre problème de Fick, donc qui dépend des variables d'espace, des variables de temps. Et en plus, troisième couche, on va le faire dépendre de variables aléatoires qui vont nous permettre de représenter, de modéliser le contenu probabiliste de notre problème, en fonction de ce qu'on aura observé, ou là où on veut le mettre. Soit on le connaît, soit on a observé ces incertitudes, soit on a un doute et on voudra regarder un peu ce qui se passe, par exemple, pour faire de l'analyse de sensibilité d'un modèle. Donc, ces sources d'incertitude, elles sont modélisées avec un ensemble fini, donc on se passe dans le cadre d'un ensemble fini de variables aléatoires, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, peu importe. S'il y a beaucoup de variables aléatoires, là, il faut des méthodes dédiées, donc ce n'est pas l'objectif de ma présentation. Donc, par exemple, si c'est des paramètres matériaux, mon problème, c'est mon coefficient de diffusion qui va être aléatoire. Une variable aléatoire, normale, uniforme, peu importe, qui suit une loi normale ou une loi uniforme. Si c'est les chargements, par exemple, nous, ça va être la condition limite, donc c'est la capacité maximale d'absorption qui peut être prise aléatoire. Et puis, ce qui peut nous intéresser ici, c'est les géométries, qu'on soit sur le domaine ou sur une partie du domaine. Par exemple, nous, ce sera la forme de la fissure ou sa longueur, voilà, qui peuvent être rendues aléatoires. Donc, globalement, pour faire simple, la modélisation stochastique, ça se fait souvent en 2 étapes. Il faut quantifier les incertitudes. Donc, pour faire simple, c'est identifier les variables aléatoires en entrée, leur type de loi, sur quel domaine elles sont définies. Donc ça, on va considérer que c'est fait, nous, on va se le donner, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder comment vont se propager ces incertitudes au travers du modèle physique-mécanique. Donc là, notre problème hygroélastique qu'on s'est donné. Donc, typiquement, j'ai une incertitude, par exemple, sur ma longueur de fissure, et je veux savoir quel va être l'impact en sortie sur la variabilité de telle ou telle grandeur mécanique, un champ, une grandeur globale, peu importe, une contrainte, une déformation. Voilà. C'est ce qu'on appelle la propagation des incertitudes. Alors, parfois, dans certains problèmes, on peut même s'apercevoir que les incertitudes qui sont relativement fortes au départ ont finalement un impact assez faible sur la variabilité en sortie de notre modèle. Voilà. Ce n'est pas souvent, mais ça peut arriver. Donc, donc maintenant, j'en viens à la partie sur les outils et les méthodes développées dans Firmin. Donc, juste pour votre information, donc, nous, on a utilisé pour le problème hygromécanique la méthode des éléments finis étendus. Pourquoi? Parce que ça permet de ne pas avoir à mailler certaines surfaces physiques, donc là, la fissure. Donc, ça permet d'un point de vue numérique de faciliter le problème de la fissure dans le cadre des méthodes des éléments finis. Et en plus, ça permet derrière beaucoup plus facilement gérer les problèmes de géométrie aléatoire, puisqu'on n'a pas besoin de mailler la fissure, donc peu importe où elle soit, on travaillera toujours sur le même maillage qui lui sera fixe. Donc cette méthode, elle est basée sur une représentation qui est dite implicite de la géométrie avec une méthode de level 7, et puis pour que ça fonctionne correctement, on vient enrichir l'approximation basée sur la connaissance de la solution physique. Voilà. Donc ça, c'est les deux grands principes de base de cette méthode. Alors nous, dans le cadre, on a eu plusieurs développements à faire, implémentation pour adapter les choses à notre problème hygroélastique. Donc il a fallu prendre en compte, utiliser des méthodes pour prendre en compte la capacité maximale d'absorption comme condition limite. Ça, on l'a fait avec une méthode de pénalité qui était relativement simple, qui permet de bien fonctionner. Donc on a aussi utilisé une approximation qui est dite enrichie, donc pour prendre en compte les irrégularités au travers de la fissure. Et puis, on a eu des développements pour la prise en compte de la déformation hygroscopique epsilon h pour les calculs élastiques. Et puis, tout ça, ça a été implémenté, vérifié dans un code maison MATLAB, donc développé au laboratoire. Alors, le deuxième aspect, donc ça, c'est pour l'aspect déterministe, notre solver mécanique qui va nous permettre de résoudre notre problème,
hygromécanique qui va nous permettre, donc basé encore une fois sur les éléments finis, qui va nous permettre de résoudre le problème de diffusion et le problème d'élasticité associé. Et puis, pour le traitement mécanique, donc là, on s'est basé sur une famille de méthodes maintenant de plus en plus couramment employées, qui sont les approches spectrales stochastiques. Et donc, voilà, ça s'appelle aussi, enfin, pour certains cas, le chaos polynomial, ce genre de choses. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un métamodèle, de prendre en compte les incertitudes en entrée. Et puis, donc, on va chercher à une forme de notre solution discrétisée. Donc, là, par exemple, notre champ de teneur en eau en n'importe quel point de l'espace et du temps, en fonction d'une base spécifique de polynômes. Donc, à la fin, on a une forme polynomiale de notre solution. Et donc, on va chercher les inconnues nodales, les C alpha Y, on va chercher à les calculer. Et donc, au final, on aura nos incertitudes représentées en sortie sur la base d'un polynôme qui dépend donc des variables aléatoires de base xi. Et donc, ça va être très simple, une fois qu'on aura ce métamodèle, de l'évaluer pour un grand nombre de réalisations pour pouvoir faire des statistiques, sortir des lois sur les quantités en sortie. Voilà. Donc, en pratique, le calcul de ces fameux coefficients C alpha Y, il y a plusieurs méthodes pour les calculer. On a utilisé une méthode simple de projection L2 qui finalement ne demande que la résolution d'un nombre fini de calculs déterministes, donc pour des réalisations, pour des valeurs particulières des variables aléatoires. Et donc derrière, voilà, on a des méthodes d'intégration numérique pour recomposer et déterminer justement ces fameux coefficients. Alors, j'en viens aux exemples de résultats du projet. Donc, voilà notre problème. Donc, vous retrouvez la figure que j'ai présentée avant. Donc, l'idée, c'est de faire une analyse un peu hygroscopique dans un premier temps. Donc, on va d'abord s'intéresser au point de vue diffusif, donc une microstructure d'un composite verre époxy avec la fissure en bleu, donc au travers de laquelle l'eau peut venir diffuser dans le matériau. Donc l'idée, c'est de regarder l'analyse de l'influence de la fissure sur la diffusion et dans un deuxième temps, de la déformation hygroscopique sur le comportement mécanique. Donc, le problème, on a mis en place des variables aléatoires, à vie de l'aléa. Donc, sur deux paramètres, la longueur de la fissure que vous avez ici, donc ça, c'est sa valeur maximale, mais elle peut être aussi toute petite. Donc, ça varie entre 5 et 55 microns. On est sur un tout petit, parce que là, c'est des fibres de l'ordre d'une dizaine de microns. Et le deuxième paramètre aléatoire, c'est la capacité maximale d'absorption. Donc, c'est la condition aux limites, la valeur qu'on va imposer dans notre problème aux limites sur toute la courbe en bleu. La courbe et le segment de droite en bleu. Le reste, le coefficient de diffusion, la fraction volumique, la disposition des fibres ici, on n'y touche pas, elles sont fixes. Les propriétés élastiques, aussi bien pour la matrice que pour les fibres, sont également déterministes, ça veut dire qu'elles sont fixes, il n'y a pas d'aléa dessus. Bon, alors ça, on s'est calculé éléments finis, même si c'est la méthode des éléments finis étendus, donc il y en a 14 000 pour avoir une bonne représentation du problème. C'est un problème temporel, donc c'est un schéma de l'air implicite. Ça, c'est le paramètre de pénalité, donc qui a été déterminé à partir d'une étude de convergence au préalable. Et puis, on a une approximation stochastique, donc qui est basée sur un chaos polynomial d'ordre 3 pour représenter au mieux les incertitudes en sortie. Alors, d'abord, ce que je vous montre ici, c'est le champ de teneur en eau. Donc un pourcentage de H2O pour des tirages aléatoires de la solution. Donc là, justement, on a fait des tirages aléatoires, mais ça veut dire on a sorti aléatoirement des valeurs de la longueur de la fissure et de la capacité maximale d'absorption. Et donc, on présente ici la solution au même temps, au bout d'une demi-heure. Donc, vous voyez, vous avez différentes longueurs de fissure, c'est pris en compte par le calcul. On peut très simplement afficher les champs. Donc, quand c'est bleu, ça veut dire que c'est complètement saturé en eau, on a atteint la capacité maximale d'absorption. Et quand c'est jaune, c'est que c'est encore sec, l'eau n'a pas encore atteint. Donc, on a un peu ce traitement rapide de la solution stochastique qui peut également être utilisé facilement pour la résolution de problèmes inverses. On peut le faire quand on a des lois de comportement un peu délicates à identifier et on doit passer par des calculs micro et par des modèles. Donc ça, c'est très rapide. Comme il n'y a qu'un polynôme à évaluer, des solutions, on peut en tracer, en sortir des tonnes avec un simple ordinateur de bureau. Alors, si on regarde la solution stochastique maintenant, donc ce que je présente ici à gauche, c'est pour la teneur en eau globale, c'est moyenné sur l'ensemble de l'échantillon. C'est la courbe de sorption, aléatoire. Donc en noir, vous avez la moyenne, et puis en vert, le domaine en vert, c'est l'intervalle de confiance à 95%. Donc ça vous donne une idée de la dispersion sur donc cette quantité en sortie, qui est la courbe de sorption globale du matériau. Et puis à droite, ce que la méthode permet d'avoir, c'est une surface de réponse. Donc là, c'est pour un temps donné. Donc ça permet de tracer cette même quantité, là, cette teneur en eau globale, dans l'espace des paramètres aléatoires. Donc elle craque à longueur de fissure et c'est infini la capacité maximale d'absorption. Et donc finalement, on s'aperçoit que sur les deux, alors
par rapport aux paramètres qu'on a choisis et aux coefficients de variation qui ont été choisis, c'est naturellement la longueur de fissure qui joue un rôle plus important que la capacité maximale d'absorption, parce qu'on a plus de variations ici dans le sens de L crack que de C infini. On a une variabilité significative sur la cinétique de diffusion qui est ici principalement due à l'aléa sur la longueur de fissure. Alors, sachant qu'on a un modèle, on est capable d'avoir de l'information à cœur même du matériau, donc pour des points au sein de mon matériau. Donc là, par exemple, je remontre le même type c'est encore d'évolution de la teneur en eau, mais locale, en fonction du temps. Donc là, c'est pour un point qui est proche de la fissure. Donc là, on s'aperçoit qu'on a une variabilité très importante au travers de l'intervalle de confiance. Si je vais prendre un point qui est plus éloigné de la fissure, donc qui est moins impacté, pas trop le terme, mais bon, voilà, moins impacté, tant pis, par la fissure, bon, on s'aperçoit qu'on a toujours un aléa, mais quand même qui est moins significatif, qui est plus faible que ce qu'on avait dans ce cas-là. Donc, on est capable de déterminer un peu des zones dans lesquelles la fissure aura l'aléa sur la fissure aura un impact très important et un endroit moins important. Donc maintenant, si je m'intéresse aux quantités mécaniques qu'on peut aussi obtenir à partir de nos lois de comportement et de notre problème élastique, là, ce que je regarde, c'est l'ouverture de fissures sur le bord de mon domaine. Donc, on s'aperçoit évidemment que ça, c'est forcément une caractéristique qui dépend évidemment de la longueur de la fissure. Plus ma fissure va être longue, plus mon ouverture sera importante. Donc forcément, on constate une variabilité, encore une fois, très importante, alors vraiment due quasi exclusivement ici à la longueur de la fissure. On retrouve nettement, donc plus la fissure est importante, plus l'ouverture évidemment va être importante également. Alors, puisque je ne l'ai pas encore présenté, mais ce que je montre ici à droite, c'est qu'à partir de la méthode, comme c'est basé sur la théorie des probabilités, eh bien, on peut obtenir en sortie très facilement, très rapidement, les densités de probabilité. Okay, PDF, c'est densité de probabilité, donc en fonction des valeurs que peut prendre ma quantité d'intérêt, ici mon ouverture de fissure. Et ça permet très facilement de calculer les probabilités d'événements rares. Par exemple, ici, la probabilité que mon ouverture de fissure soit supérieure à 1,5 micron, c'est de 4%. Voilà. Alors, pour en conclure et d'arriver, donc une dernière quantité que je vous présente ici. Donc là, c'est la contrainte minimale locale. Donc, on va chercher l'information sur la contrainte minimale de compression, enfin la contrainte de compression maximale, la contrainte locale minimale. Donc encore une fois, hein, donc elle a tendance à augmenter. Donc là, c'est négatif, hein, je ne l'ai pas mis en valeur absolue. Donc plus ma courbe va vers le descend, plus j'ai une valeur importante de cette contrainte. Et on a encore une fois une variabilité qui est importante, hein, vue sur la courbe de réponse ici à gauche, sur le processus. Mais si on regarde les surfaces de réponse, alors là, on s'aperçoit que finalement, pour cette quantité, alors ce n'est pas vrai pour toutes, mais celle-ci était assez remarquable pour ça, on a toujours la variabilité qui est très sensible, enfin, une quantité qui est très sensible à la variabilité sur la longueur de fissure, mais là, on s'aperçoit qu'il y a aussi une variabilité qui n'est pas négligeable sur la capacité maximale d'absorption, c'est l'infini. Voilà. Donc, ce genre de surface de réponse, ça conduit à des densités de probabilité un peu plus exotiques que celles qu'on a l'habitude de voir comme des densités de probabilité gaussiennes. Donc là, c'est typiquement quelque chose qui est bimodal, hein, c'est dû au fait qu'il y ait deux plateaux sur la surface de réponse. Et donc, on peut toujours, encore une fois, calculer des probabilités d'événements rares. Donc là, on est là à regarder la probabilité que cette contrainte soit inférieure à moins 37 mégapascal et on obtient 4,7%. Encore une fois, une variabilité significative, donc due à l'aléa cette fois-ci sur la longueur de fissure, mais également sur la capacité maximale d'absorption. Je suis dans les temps. Donc pour conclure, voilà, donc ce qu'on a mis en place, c'est donc le développement d'une méthode qui permet l'étude de problèmes hygroélastiques en présence de fissures dans un cadre statique ou quasi statique. Donc la méthode est basée, numérique j'entends, la méthode numérique est basée sur les éléments finis étendus et couplée aux approches spectrales stochastiques pour gérer les incertitudes. Ça nous permet de prédire le comportement mécanique lié au vieillissement. Donc ici, par vieillissement, on s'intéresse à la diffusion de l'eau au sein du matériau et de regarder ses effets sur la présence de fissures au sein de mon matériau aux petites échelles. Et puis, donc, voilà, on a pris en compte les incertitudes sur la géométrie et les propriétés diffusives, par exemple. Alors ici, j'ai pris la capacité maximale d'absorption, mais si on voulait le faire sur le coefficient de diffusion, ça ne pose pas de problème non plus, c'est complètement faisable. Alors, pour les perspectives, donc à court terme, alors c'est de finir ce qu'on a commencé, mais qu'on n'a pas pu complètement terminer dans le projet. Donc, c'est en fait poursuivre la mise en place des outils pour l'étude de la propagation de fissures. Là, vous avez vu des longueurs de fissures différentes, mais on n'a pas pris en compte le fait que la fissure, pendant le cours du temps, elle peut se propager au travers d'un critère qui peut être défini. Donc, on a commencé à travailler dessus, on n'est pas arrivé complètement au bout.
Donc, typiquement, là, c'est ma fissure au départ, là, c'est la fissure à l'arrivée, donc le champ qui se propage de plus en plus vite. Et donc, là-dessus, ça nous permet on va commencer à regarder justement l'influence, le fait de rajouter une possible propagation de la fissure au travers d'un critère. Ça a une influence non négligeable sur la courbe de sorption. Là, en rouge, vous l'avez, c'est une courbe de sorption donc quand il y a pas, on ne prend pas en compte la propagation de fissure, et pardon, en noir, quand on ne prend pas en compte la propagation de fissure, et en rouge, quand on la prend en compte. Et puis, on a commencé à mettre en place, mais il y a encore des choses à faire, sur les stratégies donc, pour le calcul de propriétés effectives, homogénéisées, à la fois diffusives et mécaniques, qui prennent en compte ces spécificités locales, c'est-à-dire une fissure et son impact donc, sur par exemple sur le coefficient, c'est ce qu'on a ici, là c'est l'impact de la fissure, donc le coefficient de diffusion homogène ou apparent augmente en fonction du temps, que ce soit pour la résine seule ou pour le composite. Donc, ça c'est des choses qu'on a commencé à regarder, mais il y a encore des petites choses à mettre en place et des études à faire pour finir tout ça. Donc ça c'était les perspectives à court terme, et puis à plus moyen, long terme, ce qu'on a envie de faire, alors en lien directement avec le projet ou qui s'en éloigne un peu plus, mais qui reste dans le cadre de l'étude de ces matériaux et de leur vieillissement pour les structures EMR. Donc, c'est l'extension de l'approche proposée pour des problèmes à l'échelle plus macroscopique, parce que là, on a mis en place mais voilà, le même genre de problématique pourrait être vu, utilisé, par exemple, dans un cadre plus ingénieur ou end-user à des échelles plus structurelles, alors soit déjà dans un premier temps à l'échelle d'une éprouvette complète, ou alors même à l'échelle d'une structure. Ensuite, on souhaiterait s'intéresser à l'étude du couplage hygromécanique, mais pour des chargements cycliques, de type fatigue par exemple en mécanique, ou cyclique d'un point de vue diffusion, sorption puis désorption, sur des temps plus ou moins courts. Évidemment, l'amélioration des modèles, on a toujours envie d'avoir des modèles de plus en plus performants et fins pour une meilleure compréhension du comportement physique. Par exemple, de mettre en place des suivis expérimentaux pour des défauts contrôlés, d'associer les modèles, soit ceux utilisés dans Firmin pour les améliorer, hein, les emmener plus loin. Et puis voilà, au final, avoir peut-être des choses qui nous permettent d'alimenter les critères de rupture, encore une fois, à des échelles plus grandes, plus hautes, mais qui seraient basées sur une connaissance du comportement local, avec en plus la prise en compte des incertitudes. Ça, c'est ce qui pourrait servir à des échelles plus ingénieurs. Voilà, donc j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis, je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation très intéressante. On va maintenant passer à la session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'interface Q&R, c'est le moment. Donc, peut-être une première question sur les ambiances en milieu offshore. Est-ce que tu connais les taux d'hygrométrie ambiante en milieu offshore dans lequel peuvent baigner par exemple des pales d'éoliennes? Et est-ce qu'il y a des gradients d'hygroscopie sur la hauteur des éoliennes qui peuvent atteindre aujourd'hui des hauteurs de 250 mètres? Oui, alors les relevés qu'on a, c'est quand même à des hauteurs plus raisonnables, hein, pas à 250 mètres. Donc, on connaît à peu près les ordres de grandeur. Alors, c'est un peu saisonnier quand même, on va dire sur une année, mais sur des temps assez longs, on va dire de plusieurs mois, il y a des moments où ça peut atteindre 80, 85, 85% d'humidité relative. Alors après, les hauteurs dont tu parles, moi en tout cas, je n'ai pas connaissance. C'est des choses qu'on regarde aussi dans un autre projet Socomp, que regardait notre docteur Quentin Desullier. Il avait des infos, donc plutôt à des hauteurs relativement faibles, mais sur des hauteurs aussi hautes mentionnées, à ma connaissance, en tout cas moi, j'ai rien. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit moins. Je pense pas, je serais assez surpris. Alors peut-être une question qui est toujours un peu dans cette thématique de l'environnement offshore. Est-ce qu'une pale d'éolienne en environnement offshore peut être soumise à des cycles d'absorption-désorption en fonction des conditions météo, que tu as d'ailleurs décrites dans ta première réponse? Et est-ce que ces cycles vont avoir une influence sur les propriétés mécaniques ou la dégradation des propriétés mécaniques des matériaux? Alors pour le cyclage, oui. Je parlais un peu des choses un peu saisonnières. Alors, on est sur des cycles longs. On n'est pas sur on n'est pas sur des montées de quelques heures. On va être sur des périodes plutôt en jours ou en mois. Oui, ça peut avoir un impact. Pourquoi? Parce que on peut se retrouver avec ce qui peut être couramment observé, avec des phénomènes qui sont irréversibles. Ça veut dire que si on regarde un peu le comportement diffusif en cyclage, ça veut dire qu'on va avoir on va soumettre le matériau à une condition, par exemple, à 80% sur un long moment, et puis après, on va le remettre dans un état de désorption, donc par exemple à 40 ou 30%.
Il va revenir à un état, éventuellement, si on le fait assez long, à son état initial, ça, il peut revenir. Et si on redémarre une nouvelle phase de sorption dans des conditions initiales, eh ben, on n'est pas certain du tout d'avoir la même cinétique de sorption qu'au premier cyclage. Voilà. Alors ça, c'est pas vrai pour tous les matériaux, mais c'est assez couramment rencontré qu'on a des phénomènes qui peuvent être irréversibles et donc des propriétés diffusives, par exemple, qui sont modifiées par ces aspects cycliques. Ok, alors une autre question, ça me donne l'occasion de dire bonjour à Stéphane Paveuf. Quel est en pourcentage l'abattement observé sur les propriétés mécaniques de vos éprouvettes vieillies? Alors, je suppose que ça dépend des matériaux, mais si tu Oui, as des alors, ordres de oui, grandeur voilà, à c'est ça. donner. Alors, tout va dépendre de l'hydrophilie du matériau. Là, ce que je présentais tout à l'heure, c'était pour un matériau très hydrophile, pour bien illustrer les choses. C'est-à-dire, c'était un polyamide. Le polyamide, ça aime l'eau. Ce n'est pas des matériaux qu'on va trouver dans les éoliennes offshore. C'est des matériaux qu'on va trouver pour d'autres industries. Donc là, ici, par exemple, sur la résine seule, on arrivait à des abattements de 64% pour le module de Young, et pour les composites, alors en fonction de l'architecture du composite, voilà, ici, par exemple, pour les UD associés, donc c'était les fibres de verre, on était entre 44 et 70%. Alors évidemment, ça, c'est vraiment des valeurs pour lesquelles la saturation a été atteinte. Évidemment, en environnement concret, il faut éviter que le matériau soit saturé en eau. C'est forcément pas une bonne chose. Mais ce qu'on voit quand même souvent, c'est que cette décroissance, elle est quand même très rapide au début et après, elle va un peu moins vite, souvent. Donc finalement, il ne suffit pas forcément de grand-chose pour déjà dégrader les propriétés. Donc, alors là, c'est ce que je présentais ici, mais sur d'autres projets, pour des composites plus standards, type résine époxy, fibre de verre ou fibre de carbone, on voit dégradation de ces propriétés, module élastique contre interrupture. Alors peut-être pas aussi drastique, aussi importante que celle-ci, mais par contre, des abattements de 30%, ça, c'est courant. Alors, une autre question qui concerne, alors cette fois-ci, les phénomènes d'auto-guérison. Est-ce que l'utilisation des matériaux composites d'auto-guérison est compromis, ou serait compromis, ce phénomène d'auto-guérison, par la présence d'eau, dans le sens où ça garderait de l'eau dans le composite? Alors ça c'est une bonne question. Je vais pas, voilà, je connais mal un peu, je n'ai pas encore travaillé, je connais pas bien ces procédés-là, enfin ces matériaux-là. Maintenant, voilà, s'ils ont une sensibilité à l'eau, le fait de garantir leurs propriétés dans un environnement bien cadré, de laboratoire sain, c'est sûr que comme les propriétés vont changer, il est possible que on va dire, leur capacité à s'auto-guérir soit affectée et soit moins efficace que celle prévue au départ. Voilà. Nous, ce qu'on observe, c'est que voilà, à partir du moment où l'eau rentre, tout un tas de propriétés sont affectées, alors plus ou moins significativement, mais ça va rarement dans le bon sens. Voilà. Donc oui, c'est possible. Après, il faudrait mener les études pour regarder, pour le quantifier. Mais oui, moi, ça me paraît complètement possible. Bon, je parle sous réserve. Alors, dans les composites que tu as pu étudier au laboratoire expérimentalement, est-ce qu'ils suivent plutôt des modèles classiques de FIC tels que tu les as montrés, ou est-ce que, enfin, et en général, ou alors ils suivent en général des modèles plus complexes que tu as pu aussi montrer tout à l'heure? Alors, il y a tout. Bon, après, moi, j'ai pas non plus, enfin, j'ai pas, voilà, j'ai pas étudié tant de matériaux que ça. C'est quand même assez, voilà, c'est pas si exotique que ça de tomber sur des comportements qui soient pas si fickiens. Alors après, il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être un matériau qui est fickien, mais voilà, il suffit que le matériau ait été endommagé ou que dans son processus de fabrication, par exemple, il y ait un taux important de porosité. Alors ça va influer forcément sur la signature de diffusion. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est des matériaux dont la résine seule, sans renfort, a un comportement plutôt fickien, mais le composite qui en est issu, lui, peut différer, quoi, peut s'écarter un peu de ce comportement. Alors ça, des fois, c'est difficilement explicable, mais on peut le regarder justement quand on regarde le matériau, on va regarder un peu comment il est fait, on s'aperçoit voilà, qu'il y a des taux de porosité importantes ou un niveau d'endommagement qui est peut-être pas aussi faible que ce qu'on imaginait, et ça peut conduire à des changements de cinétique. Donc, c'est pas, en tout cas chez nous, voilà, enfin, chez nous, dans les matériaux qu'on a regardés, c'est pas si peu courant que ça. Alors après, encore une fois, voilà, peut-être parce que nous, on a les outils et on vient faire ça de manière assez fine, mais c'est vrai que dès qu'un composite va s'éloigner un peu du comportement fickien, on va avoir tendance à essayer de faire autre chose, tout en essayant de le justifier.
Bon, parfois, peut-être qu'on est un petit peu trop tatillon et finalement, un comportement globalement fictien, voilà, le modèle, ça peut suffire. Mais, enfin, peut être quand même pertinent. Mais bon, si on cherche vraiment, des fois, on est obligé d'affiner, donc on préfère se tourner vers le genre de modèle que j'ai présenté pendant la présentation. Ok, merci Alexandre. Donc plusieurs commentaires qui te remercient pour ta présentation Merci de m'avoir dynamique et écouté. intéressante. Alors une question qui concerne les revêtements de gel coat. Les pales sont en général recouvertes de gel coat et votre étude se place dans le cas d'un défaut enfin, du revêtement et comment la diffusion à travers le gel coat va influer sur ces résultats. Ralentissement, délai, voilà. Alors oui, là ici, on s'est vraiment placé dans le cadre le plus, nous on se passe dans le cadre le plus défavorable, c'est-à-dire on imagine que ce gel code joue plus du tout son rôle. Voilà. Donc voilà, si lui il est parfait et qu'il tient très bien dans le temps, il est censé normalement, peut-être pas complètement annihiler la diffusion, mais en tout cas très très fortement la ralentir. Maintenant, c'est vrai que nous, en tout cas moi, alors dans l'équipe, je réfléchis, peut-être que d'autres personnes, je sais pas, il faudrait que je me renseigne, mais j'ai pas en tête, là, j'ai pas d'études, en tout cas récentes, qui me viennent sur des gens, enfin ici en tout cas, qui auraient étudié justement des matériaux vieillis, on va dire, avec et sans gel code pour être binaire, et regarder l'influence justement sur ce genre de choses. Et a priori, oui, ça devrait quand même fortement limiter ce genre de problématique. Alors toujours peut-être sur les vieillissements au temps long, les échelles de temps de résultats que tu as présentées pour les études expérimentales sont de l'ordre de quelques milliers de secondes. Comment peut-on extrapoler sur des durées plus longues de plusieurs années en environnement réel? Alors voilà, ouais, c'est ça. Alors là, il faut voir par exemple, alors il y a différentes choses, c'est parce que là, ça va très vite parce que c'est tout petit. Hein, je ne peux pas assez insister là-dessus, mais là, j'ai dit que les fibres, c'était l'ordre de dizaines de microns. Donc là, mon domaine, ça doit être 70 microns par 70 microns. On regarde vraiment pour l'instant les échelles très locales, parce que nous, on a aussi besoin de comprendre les phénomènes qui se passent et de regarder ce que ça peut expliquer à des échelles plus grandes. Il y a encore un grand pan de nos travaux qui sont menés à ça. Alors après, par contre, typiquement, là, expérimentalement, on est sur des échelles plus longues hein, sur ces matériaux-là, puisqu'on est sur l'ordre de plusieurs mois, parce que c'est en racine de temps en heures, mais on est sur l'ordre de plusieurs mois pour saturer les échantillons. Alors après, d'un point de vue calcul, ça change, enfin, je veux dire, d'un point de vue méthodologique, si je devais passer à une échelle plus grande sur des temps plus grands, voilà, ça se fait. Ça ne demande pas des modifications très profondes de ce qui est fait. Les modèles restent les mêmes. Voilà, c'est juste la taille du domaine, on va dire, qui change, et donc les échelles de temps qui vont être associées, qui vont être modifiées également. Alors je suppose que ça a un impact sur la durée des modélisations aussi. Non, enfin, en fait, pourquoi c'est long? Pourquoi ça peut être long, ce genre de calcul? Pour deux raisons, parce qu'on a beaucoup d'éléments finis, ou alors parce qu'on a un pas de temps, on va dire, on a une discrétisation temporelle qui est très fine. Bon, après, voilà, finalement, si c'est piloté par ma cinétique de diffusion, si je vais le faire sur un temps plus long, bah, j'aurai une discrétisation en temps avec un pas de temps beaucoup plus grand. Donc au final, d'un point de vue coût numérique, ça ne me changerait pas beaucoup les choses, quoi. Et dans les calculs que tu as présentés, quels sont les ordres de grandeur des durées de modélisation pour un calcul déterministe et pour une analyse stochastique? Alors, ça, je pense qu'on est dedans. Donc, ce genre de calcul là sur on va dire un laptop, c'est quand même un petit PC un peu puissant, mais qui n'est pas non plus extraordinaire. Ce genre de calcul déterministe, on est sur aller peut-être pour avoir alors pour prendre en compte déterministe, donc pour avoir mon champ partout dans mon domaine sur tout mon temps, sur toute la plage de temps qui me définit, on est sur aller entre 1 et 2 minutes. Voilà, c'est rapide. Tu as dit 1 à 2 minutes, c'est ça? Ouais. Oui, Voilà, parce que j'ai 14 000 éléments finis. Bon, j'ai pas de temps qui sont assez fins. Voilà, après, bon, ça peut s'optimiser. Et donc, pour faire mon analyse stochastique qui a été présentée là-bas, par rapport à la méthode associée, il a fallu que j'en fasse 49. Pour avoir, encore une fois, quelque chose qui soit fin, c'est là, pour avoir ce genre de choses, il m'en a fallu 49 calculs déterministes, donc 49 fois 2 minutes. On est sur l'ordre de, un peu moins de 2 heures pour faire mon étude stochastique complète. Pour avoir la fin de mon calcul. Après, évidemment, il faut la dépouiller, regarder ce qu'on peut faire, sortir les choses, mais ça va vite. Voilà, ça va vite, comme je l'ai dit. Ok, merci Alexandre. Alors, une question là sur les matériaux de pales d'éoliennes. Est-ce qu'on peut considérer que sur une pale d'éolienne, le matériau il est homogène? Ou est-ce Alors, qu'il va y oui, avoir
Alors, à l'échelle où on le regarde, oui. C'est-à-dire que c'est toujours c'est un effet d'échelle. Ça veut dire que là, si on se place sur une échelle très très fine, qui est microscopique, là, on va clairement pouvoir, comme l'analyse MEB, l'image MEB que tu as montré pendant ton introduction, là, on peut différencier les différents types de matériaux. Maintenant, quand on se passe à une échelle plus macroscopique, donc l'échelle de l'ingénieur, là, oui, le matériau peut être considéré comme, enfin, justement, c'est tout l'intérêt des méthodes d'homogénéisation. On applique aussi, on cherche à appliquer derrière, c'est de faire remonter des propriétés qui sont homogénéisées, donc qui rendent le matériau homogène, alors qu'ils sont anisotropes, voilà, mais qui sont homogènes. Voilà. Donc, soit à l'échelle du pli, mais parfois on peut même aller plus loin, voilà, pour avoir un matériau vraiment complètement homogène, peut-être pas à l'échelle de la pale, mais en tout cas, voilà, pour limiter, on va dire, le nombre de matériaux différents sur une pale à échelle réelle, une grandeur réelle. Ok, merci Alexandre. Peut-être une question sur les fissures. Comment sont mesurées les densités de fissures dans les matériaux? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que moi, nous, on l'a pas fait, hein, je suis pas spécialiste de ça. Bref, voilà, c'est une bonne question, ça. Oui, bah, oui. Alors oui, comme tu l'as peut-être remarqué, moi, je suis plus numéricien. C'est vrai que je suis moins à l'aise avec les aspects. Bah, là, tu vois, j'ai un trou. J'ai dû le savoir. Non, Peut-être sur des images MEB où tu fais de l'analyse d'images ou des choses non, comme ça? Non. peut-être, non, peut-être, ouais, j'aurais peur de dire une bêtise. Non, c'est toujours issu par rapport à un essai On va mécanique. s'abstenir de dire une bêtise alors. Ouais, je préfère. Ouais. Fin de journée. Je Alors pense bah que tiens, bah, tu as des personnes qui réagissent et qui, par analyse d'image sur une tranche de l'éprouvette. ouais, bon, ok. Ouais, c'est ce que Euh, j'imaginais, mais je voulais pas dire de bêtises. Bon, voilà, ils sauront mieux que notamment moi. c'est Quentin là, qui nous donne cette Ah information. voilà, très bien. Voilà. Et puis d'autres personnes qui confirment aussi, de mémoire, on polie l'échantillon et on compte. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Comment on ferait pour les porosités, ouais. J'y étais plus. Ouais, voilà, on fait une tranche, on regarde, et puis on dit ce qui est trou et ce qui est fissure. Ouais, c'est du comptage. Il doit y avoir peut-être sûrement d'autres choses, mais bon, voilà, je sais pas. J'aurais peur de dire n'importe quoi. Alors, encore des remerciements pour ta présentation. Si. Y a-t-il alors ça c'est une question intéressante, y a-t-il un risque de couplage fort entre la diffusion et les contraintes hygroscopiques générées? La diffusion accélérerait ou ralentirait ou ne Complètement. change pas dans un matériau contraint? Alors, vous voulez dire, là, ce que j'ai montré, c'est des contraintes issues uniquement de la déformation hygroscopique. Évidemment, si on vient rajouter des chargements mécaniques en plus, alors ces contraintes, naturellement, elles vont augmenter. Il y aura les deux aspects, on va dire. Alors après, on peut être dans un cadre où simple superposition peut suffire, par exemple de l'élasticité linéaire, mais si on rentre dans des problèmes plus complexes non linéaires, donc avec des dépendances, par exemple, des propriétés à certains champs, alors là, ça peut être, alors je ne sais pas, mais à regarder, ce qu'on essaie de mettre en place dans le cadre d'autres projets comme celui de Quentin, là, oui, je pense, enfin, voilà, on a tendance à penser qu'il peut y avoir ça peut fortement, on va dire, augmenter les champs et dégrader encore plus le matériau. C'est possible. Justement, tu pourrais peut-être dire quelques mots du projet SOCOMP, hein, qui est aussi opéré au niveau du Oui, laboratoire et qui traite oui, de ce sujet-là, justement. oui, puisque Quentin Desullier, donc le doctorant, je crois qu'il est présent parmi nous, en tout cas il l'était. Donc Quentin, il travaille dans le projet Slocum, donc il s'intéresse toujours au couplage. Alors, par rapport à ce qui diffère avec Firmin, il n'y a pas spécialement d'endommagement, en tout cas pas à l'échelle où on le regarde. Il n'y a pas d'incertitude. Ce qui l'intéresse, Quentin, c'est un autre type de loi de comportement. Moi, j'ai parlé que de problèmes élastiques, d'un point de vue mécanique. Lui, il cherche à regarder, alors aussi bien en caractérisation expérimentale qu'en modélisation et donc en calcul derrière pour faire du prédictif, des comportements visco élastiques. Okay, donc, regardez un peu parce que, voilà, les matrices quand même qui sont polymères. Donc, on peut se retrouver avec un comportement visqueux qui est important et un comportement visqueux qui peut être impacté, encore une fois, significativement par la diffusion de l'eau. Donc voilà, donc Quentin, pour faire simple, il met en place des essais, typiquement des essais de fluage, donc des essais sur des temps longs, sur des matériaux type époxy carbone, époxy vert. Et puis, en parallèle de ça, c'est des matériaux qui sont vieillis. Alors, on peut être sur des fluidages temps courts et des fluidages temps longs, sur des matériaux qui sont sains et vieillis, ou les deux en même temps. Ça veut dire qu'on applique le fluage tout le long du vieillissement. Et donc, il regarde la dégradation des propriétés de ces matériaux. Et puis derrière, on essaie de déterminer des propriétés et de regarder un peu les couplages et de les modéliser pour, à la fin, arriver à faire des calculs un peu sur le principe de ce que j'ai montré, pour être capable de remonter à une information locale
qui est quand même plus simple à obtenir à partir de modèles et de calculs qu'avec des méthodes expérimentales si on veut regarder ce qui se passe vraiment au sein du matériau à des échelles très fines. Voilà. Merci Alexandre. Bon, je pense qu'il va être l'heure de conclure. Je ne sais pas si tu peux quitter ta présentation Oui, pour oui, bien sûr, je peux arrêter. mettre la présentation pour quelques conclusions. Donc, c'est justement l'heure de clôturer ce webinaire. Donc, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter directement Alexandre. Donc, voilà, c'est maintenant donc l'heure de vous annoncer également donc les prochains rendez-vous. Donc, on aura 2 rendez-vous un peu moins techniques dans les semaines qui viennent. Donc, un premier webinaire dès la semaine prochaine pour vous présenter les appels à projets recherche WIMEC 2021. Donc, où vous pourrez proposer vos nouvelles initiatives en termes de recherche. Les dépôts sont attendus pour le 1er mars. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à participer pour voir un petit peu quelles sont les conditions de participation à cet appel à projet. Et puis, un deuxième webinaire qui aura lieu dans 15 jours sur la formation continue EMR, donc opérée par les partenaires de WIMEC, et donc qui va s'étaler du mois de mars au mois de juin sur différents modules qui traitent des différents aspects importants pour comprendre de manière approfondie la thématique des énergies marines. Donc voilà, un webinaire aussi qui aura lieu cette fois-ci le 4 février. Donc n'hésitez pas à vous connecter si vous voulez en savoir plus sur cette formation continue. Juste aussi pour compléter, le jeudi 28, en complément de l'appel à projet WIMEC 2021, vous aurez aussi une présentation de l'appel à projet du CITEF, de l'appel à projet Innovation CITEF 2021, qui sera présenté par Wilfried Merlin, et qui d'ailleurs peut être aussi couplé à l'appel à projet WIMEC, donc un double intérêt pour y participer. Donc, je crois qu'il y a, oui, oui, il y a juste Florent, je me permets, il y a Florent qui signale qu'on ne voit pas les planches, c'est vrai, je n'avais pas fait attention. Ah, on ne voit pas les planches, donc c'est parce que j'ai... Ok, donc je recommence. Merci Florent. Est-ce que vous voyez les planches du coup cette fois-ci? Oui, c'est mieux, oui. Alors désolé de ce... Voilà, donc bon, j'ai commenté en fait sur mon propre ordinateur, donc c'est mieux effectivement en les partageant. Donc ces 2 webinaires donc, qui auront lieu à la fois la semaine prochaine et dans 15 jours sur les appels à projets et sur donc la formation continue. Bon, j'espère que ces quelques mots vous auront néanmoins donné envie d'en savoir plus sur ces sujets. Donc vous pourrez d'ailleurs vous inscrire dès maintenant en allant sur le site du WIMEC, en passant par exemple par l'agenda et en allant voir ces événements sur la date dite. Et on va communiquer de toute façon maintenant très rapidement pour vous donner les conditions et les informations pour vous inscrire. Alors pour conclure, alors je n'arrive plus. Voilà. Donc pour conclure, vous recevrez donc également par mail dans quelques jours un lien vers la synthèse de ce webinaire d'aujourd'hui et la vidéo associée. Donc vous pourrez revoir la présentation si vous avez loupé un petit moment. Donc n'hésitez pas à la partager, à diffuser les contenus aux personnes qui seraient intéressées. Vous pouvez également vous abonner donc à la newsletter WIMEC pour ne pas manquer nos actualités et plus largement celles des énergies marines et de l'éolien offshore. Donc si vous êtes intéressé, donc rendez-vous sur le site du WIMEC. L'inscription est très simple, se fait en quelques clics à partir d'un bouton qui se situe en bas de la homepage du site. Et vous pouvez également nous suivre si vous êtes intéressé par la thématique sur les réseaux sociaux et revisionner les différents WIMEC meetings sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, pour vraiment conclure et terminer, donc merci une nouvelle fois à Alexandre pour sa présentation. Aux participants, nous étions une trentaine aujourd'hui. Merci pour toutes vos questions très pertinentes. Merci à Sandrine en régie. Et donc, rendez-vous dès la semaine prochaine, le 28 janvier, pour parler de nos appels à projets 2021. Bonne journée, bonne fin de journée plutôt à tous. Bon retour pour ceux qui vont braver le couvre-feu.
et portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup, merci à tous.